À cœur de com est le podcast qui fait résonner les voix des entrepreneurs et des professionnels, ceux qui ont à cœur de se réaliser et de faire bouger les lignes. Les écouter, c'est l'occasion de les connaître ou de les redécouvrir, de s'inspirer de leur parcours, profiter de leurs expériences, mais surtout de leurs conseils. À cœur de com, c'est aussi des parenthèses sur des sujets liés à la communication et au management, afin de nourrir les débats et notre réflexion. Je m'appelle Wardia Ousmer, je suis une communicante intensément passionnée et j'ai fondé Table Ronde pour vous faire aimer la com. Bienvenue dans À cœur de com. À cœur de com, interview numéro 3, Faisal Bezaoucha. Faisal Bezaoucha est de ceux qui ont fait le pari d'un virage à 360. Il est aujourd'hui photographe à la tête de son propre studio, le Perse, mais il a d'abord été à la direction d'une entreprise familiale dans l'industrie du bâtiment, à l'âge de 19 ans seulement. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours, ses passions, comment s'est dessinée sa reconversion professionnelle et on a évidemment beaucoup parlé de photographie, de la technique, mais aussi et surtout des règles qui entourent notamment les droits d'auteur, un sujet qu'il me tenait à cœur d'aborder avec lui. Si Faisal a l'habitude d'être derrière son appareil, il a gentiment accepté d'être derrière mon micro et je vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir. Bonjour Faisal. Bonjour Wardia. Ravi de t'avoir sur mon podcast. Pareil, ravi Wardia. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci de m'accueillir dans ton studio. J'espère que à travers cette interview, les gens vont te découvrir et te redécouvrir. Inch'Allah. C'est les deux. Parfait. Comme à l'accoutumée, je fais toujours parler mes invités sur leur parcours, donc on va remonter le temps et parler du tien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu n'es pas diplômé en photographie. Du tout. Mais en sciences économiques. Exactement. Alors déjà, pourquoi ce choix? Comment ça se passait à l'époque et qu'est-ce qui t'a décidé sur cette filière? J'ai eu mon bac très jeune. J'ai eu un bac maths très jeune. J'avais 15 ans. Et pardon, 15 ans? Oui, j'ai eu mon bac à 15 ans. Waouh! Et je voulais vraiment à l'époque, en premier lieu, je voulais être gynécologue. D'accord. Voilà. Donc, je voulais être gynécologue. Et bien sûr, ma mère ne voulait pas. C'était pas question. Il n'était pas question d'être gynécologue. D'accord. Allez, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai choisi aviation à Blida. Et mon père ne voulait pas. Mon père, mon père à son âme, ne voulait pas que je fasse aviation. Et à un certain moment, c'est bon, j'en avais marre parce que tout ce que je voulais, j'y arrivais pas. Donc, je me rappelle, j'ai donné ma fiche de vœux et mon père m'a mis sciences économiques, premier choix. Et c'est que après, on m'a envoyé à l'ENA. Ok. Voilà, l'École nationale d'administration. Je suis parti voir et je me suis dit non, je peux pas rester ici, c'est pas possible. Et après, directement, c'était sur sciences économiques à l'université de Caroubier, voilà, Kharouba. J'ai choisi option économétrie. C'était tout nouveau à l'époque. D'ailleurs, on était les cobayes. C'était super. Pourquoi j'ai choisi économétrie? Parce que il y avait que des maths. Et comme j'étais maths LM et j'adorais ça, donc j'ai vu que tout le monde allait vers gestion, finance. Et moi, je me suis dit allez, économétrie. On n'était pas nombreux. On était peut-être une dizaine au niveau de, la promo d'économétrie. Après cela, j'ai fini mon cursus universitaire et j'étais le plus jeune chef d'entreprise d'Algérie à l'époque. Alors, juste avant d'arriver à cette étape-là, moi, je voudrais que tu m'expliques comment on peut avoir son bac à 15 ans. C'est quoi le... déjà, t'es un petit génie. Non, pas à ce point. Mais je suis rentré très, très jeune à l'école primaire. Et voilà, donc en plus, je suis né au mois de novembre. Donc l'année... Oui, c'est le fameux calcul. Voilà. Ouais. Et voilà, c'est passé comme ça. D'accord, ok. Bah écoute, je le découvre. C'est pour ça que je t'ai dit, on va te découvrir et te redécouvrir. Et donc, tu termines tes études et là, tu me dis, tu deviens le premier, le plus jeune chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Raconte-nous, explique-nous. J'avais 19 ans, j'avais terminé ma licence. Et je faisais aussi mon magistère à l'époque. Mais je travaillais en même temps que je faisais mes études. C'était une entreprise familiale. J'ai repris le flambeau en 96.
à l'époque, j'avais 19 ans et chef d'entreprise à 19 ans. Et c'était dans quel secteur? Bâtiment. Enfin, c'était tout ce qui concernait le revêtement de sol, dalles de sol, carrelage, marbre, voilà. Comment on vit cette expérience d'être finalement responsable, chef d'entreprise à cet âge-là, sorti de la fac, C'est très dans une difficile. entreprise familiale, j'imagine qu'il y a encore une pression supplémentaire? Tout à fait. Mais c'est très, très difficile. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, les gens, généralement dans le domaine du bâtiment, généralement on voit que des personnes âgées, minimum la quarantaine et plus. Et quand on voit un petit jeune de 19 ans venir chez eux, c'est un peu délicat. Mais bon, il fallait vraiment me forger, et ça m'a forgé justement à aller de l'avant et sauter ce côté-là. Est-ce que tu t'es senti à ce moment-là bien entouré ou accompagné peut-être par d'autres membres de la famille ou peut-être par d'autres collaborateurs, ou Bien tu t'es sûr, retrouvé, j'étais encadré par mon père, Allah yarhamou. Mon père, il y avait mon oncle aussi à l'époque. Et d'ailleurs tarbit في المilieu هذا parce que كنت très jeune, les enfants avant qui m'écoutent نقولهم ils passaient leurs vacances je sais pas dans des pays en Europe ou moi c'était à l'usine avec mon père. Sympa. Voilà. Et je travaillais. Mais c'est formateur en tout cas. Exactement, tout à fait. Et du coup, cette aventure dure combien d'années? 17 ans. 17 ans, et après tu passes tout de suite au studio, où il y a eu un entre-deux? Tu sais, pendant 17 ans, j'ai pas pris de congé. Je savais pas ce que c'était un congé. J'étais toujours au bureau à 6 heures du matin, je sortais des fois très tard le soir du bureau. Et 17 ans après, j'ai pris 15 jours de congé, je suis parti à Tahrit. Et c'est là où j'ai vu des trucs, là, sur place, tu sais, les gens de Tahrit, c'est des gens très pauvres, mais d'une richesse intérieure incroyable. Et ils m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses sur place. Et je me suis dit, ah tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cette vie que je vis maintenant? Et à mon retour, j'ai fermé l'entreprise. Ah, tu la fermes carrément. Ouais. J'ai fermé l'entreprise. Je voulais plus travailler. Mm-hmm. Et je suis resté, je sais pas, des mois sans travailler et à me poser des questions de vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire. Et juste après, pour quelque temps, c'était une année, j'étais manager d'un groupe de musique. D'accord. Voilà. Un groupe de quoi exactement? Enfin, quel type de musique? C'est le groupe Freakland. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, mais j'ai oublié ce détail. Je crois que tu m'en avais déjà parlé en off. Ouais. C'était sur l'album La Lamira. D'accord. Voilà. Et en même temps, j'utilisais mon appareil photo pour prendre le groupe en photo sur scène, pour faire la pochette d'album et tout. C'est que bon, la photo, je touchais à la photo depuis une très jeune âge. Mon père m'a offert mon appareil photo très jeune, j'avais 4 ans à l'époque, et j'adorais ça. Mais j'ai jamais pensé à être photographe un jour, jamais. Et avec le groupe Freakland, bon voilà, on a fait le tour d'Algérie, on a fait quelques concerts un peu partout, et voilà, j'ai adoré la photo. Bon, j'ai quitté le groupe, après j'ai démissionné du groupe après la sortie de l'album, et c'est là où mon premier client me contacte pour faire une couverture d'un événement d'une marque de moto en Algérie. Et en plus, la moto te passionne. Exactement. Donc ça tombe bien. Voilà. Donc on m'a contacté, on m'a dit vous êtes motard, vous êtes photographe, est-ce que vous pouvez, il y a une couverture d'un événement? J'ai dit attends, comment je vais faire ça? Et je suis parti et j'ai fait la couverture de l'événement. Et c'est là où cette marque m'a demandé d'être photographe exclusif de cette marque ici en Algérie. Ah, comme quoi, tout est une histoire de timing. Hein. La photo, finalement, était toujours là, quelque part, sans Tout pour autant la considérer peut-être comme étant possiblement un métier. Tout à fait. En plus, et elle a trouvé sa place. Tu sais, après on se pose des questions. Je me dis, photographe, d'accord, je suis photographe, mais à quoi bon? J'ai fait des études, j'ai fait économie. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, et je me suis consacré à la photo corporate. D'accord. Donc c'était là où j'ai pris la décision de me consacrer pour la photo corporate. Donc tout ce qui concerne l'image d'entreprise,
On va y revenir tout au long de la discussion, mais juste avant, comment la décision de fermer l'entreprise a-t-elle été accueillie par les collaborateurs, par la famille Ben, c'était très, 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 très difficile. Pourquoi? Parce que mon père, je me rappelle, m'a posé la question, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La fameuse question. Voilà. Et c'est très difficile de répondre, je ne sais pas. Tout ce que je savais à l'époque, c'est que je ne voulais plus être chef d'entreprise. Je pouvais plus continuer. Et pourtant, ça marchait, hein, ça marchait super bien. On était leader à l'époque dans tout ce qui est revêtement de sol, mais j'arrivais pas à continuer. C'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Mais avec les parents, c'était difficile, surtout après être manager d'un groupe. Donc tout le monde te regarde d'un air un peu, tu vois. Oui, on a encore du mal à se défaire de l'image de comment ça se fait, ça marche, pourquoi tu t'arrêtes. On a du mal à se replacer soi au centre d'un projet de vie. Voilà. C'est vrai. Ma mère aussi à l'époque me regardait bizarrement, elle me dit écoute, tu vas laisser tout ça, tu veux être avec un groupe, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce délire? N'arrivais pas à comprendre tes études. Alors là après le photographe, quand j'étais photographe. Alors justement, parce que là c'est vraiment une reconversion. Comment tu as géré cette transition? Parce que il faut bien construire ce projet avant d'en arriver à créer justement Studio Le Perse dont on va parler. Il y a eu ces petites rencontres, petites mais impactantes quand même, le groupe, l'événement moto. Donc là, ça donne du sens un petit peu à ton projet. Après, est-ce qu'à un moment donné, tu te mets à table et tu dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais penser ce nouveau métier, on va dire? Comment tu as géré ce projet de reconversion? Moi, je suis parti sur le truc, comme on dit, aller doucement, mais sûrement. Après ma couverture de l'événement de mon premier client, j'ai rencontré pas mal de personnes lors de cet événement. Et c'était des chefs d'entreprise. Quand ils ont vu des photos sur les réseaux et tout, il y a eu des contacts. Tiens, tu étais le photographe de telle marque à tel événement, oui, donc on a besoin un peu de tes services. Donc, j'ai pas eu le temps de réaliser. Parce qu'après, c'est venu très vite. Après, alors, je me rappelle, c'était en 2015. En 2015, c'est là où je me suis dit, attends. Maintenant, c'est un choix. Tu continues ou tu arrêtes. Il fallait vraiment faire un choix cette période, en 2015. Et j'ai pris le choix de continuer. Et c'est à ce moment-là que tu crées donc le studio? Non, le studio, c'était en 2018. 2018. Voilà. Donc, en fait, tu es resté combien d'années en étant photographe sans forcément avoir créé ton entité? De 2012 à 2018. Ah, quand même. Oui. 6 années. 6 années. D'accord. T'avais un statut à ce moment-là? Ou... Oui. D'accord. Oui. T'étais en personne physique, t'avais fait quoi à ce moment-là pour gérer Enfin, c'est devenu un business finalement. T'étais sorti de la casquette. Oui, business. Passion. Bon, Ouais. j'étais comme artisan photographe. Ah, d'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que les photographes ont accès à cette carte-là. Voilà. J'ai souvent reçu des messages, des réflexions ou des questions au sujet justement de potentielle reconversion. Je pense même que c'est le sujet d'une époque parce que en plus la pandémie est passée par là. Ça a remis en question notre manière de faire les choses, le sens qu'on veut donner à notre vie. Quel conseil de par ton expérience tu pourrais donner à ceux et celles qui nous écoutent et qui hésiteraient peut-être à sauter le pas? Parce que souvent les gens, ils ont peur de sortir de cette zone de confort, de laisser tomber un salaire pour donner vie à leur projet ou même juste changer d'entreprise mais aller vers un autre secteur. Tu sais, Confucius avait dit choisissez un métier que vous aimez, vous n'aurez jamais à travailler un jour. C'est avec le temps que j'ai compris le sens de cette citation. Le fait de basculer, c'est un truc qui est très difficile aussi parce que, comme tu as dit, c'est une zone de confort. Chef d'entreprise, alhamdoulilah, financièrement, c'est super. Ça marchait bien. Et du jour au lendemain, tu te retrouves à bouffer tes économies et à te dire maintenant, c'est très difficile parce que c'est vrai que quand on bascule, c'est pas tout de suite. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec cette marque qui m'a fait connaître justement à travers les réseaux. Mais c'est très difficile, attention, parce que on n'a pas des clients tous les jours. Hein. On n'a pas des clients tous les jours, surtout avec... j'aime pas dire le mot concurrence parce que c'est pas de la concurrence, c'est des confrères. Moi, je les appelle des confrères. Il y a beaucoup de photographes en Algérie. Il fallait avoir une signature. Et pour avoir une signature, il faut du temps.
Donc, patience, patience, patience. Et croire à ces projets. Voilà, c'est croire à ce que tu aimes. C'est là où, à chaque fois, tu te dis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de continuer. Finalement, à discuter comme ça avec des gens comme toi ou d'autres personnes qui ont sauté le pas, soit vers l'entrepreneuriat ou autre, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est pas vraiment quelque chose qu'on arrive à expliquer. On sait qu'on est porté par un projet, par une idée, et on sait que c'est là, que c'est pour nous et que finalement il faut avoir le courage. Oui, c'est le cas parce que c'est vrai parce que là, à partir où il y avait la période du virus Covid, c'était la cata. Mais quand je te dis la cata, c'était la cata. Aucun client. Oui, alors justement, comment tu l'as géré cette période-là? Ça, je peux dire, bon, ce que j'ai dit à mes élèves, c'est quand tu sais facturer. Oui. Comment dire, en arabe, on dit, d'accord. C'est que tu, avec les économies que tu fais avant, voilà, tu peux avoir ces coûts de difficulté où tu peux les gérer pas facilement, mais tant bien que mal, on peut les gérer. Donc, c'était une période très difficile, mais ça m'a permis à construire une équipe, à créer une équipe avec moi. J'étais seul avant, j'étais photographe et je faisais tout. Mais cette période, j'ai pu créer une équipe avec moi. Donc, il y a toute une équipe avec moi au studio. Il y a l'assistante, il y a la maquilleuse, il y a l'accessoiriste, il y a la styliste. Donc, ça m'a donné vraiment une période où je pouvais vraiment gérer cette partie-là et de créer une équipe avec moi. Comme quoi, même les crises servent à ouvrir des voies et à créer des opportunités. Et aussi, la période de crise, ça m'a permis aussi de faire des formations. Qu'avant je pouvais pas parce que t'avais pas le temps. Pas le temps. Ouais. Donc pratiquement pendant 2 ans, les formations pendant 2 ans et voilà. J'aime bien le cheminement que tu décris parce que je trouve que c'est important, comme tu le disais, de prendre son temps. Et là, on voit bien que avant la création du studio, t'as eu le temps en tant que photographe solo, on va dire, de faire ton chemin, de construire ton réseau. Et finalement, je pense que ça aussi, ça a nourri ton projet, la manière ou du moins la vision que tu avais pour le studio qui naît donc en 2018. 2018, voilà. Pour commencer, pourquoi le Perse? Quelle est l'histoire derrière ce nom? Le Perse, c'est par rapport à mes origines. Quand j'ai ouvert le studio, j'arrive pas à trouver un nom studio photo, studio Faisal, studio Bezaoucha, studio. Et je me suis rappelé toujours, mon père me disait, n'oublie jamais tes origines. Et j'ai dit, ah tiens, le Perse. Il y a un autre photographe, un confrère, il s'appelle le Turc, installé en France. Et je me suis dit, ah tiens, il y a le photographe le Turc, ben pourquoi pas le studio le Perse. Et c'est de là où est-ce qu'il y a des tapis là? Non. On n'oserait même pas se mettre dessus, en tout cas. Alors, on peut faire appel à toi, je pense, sur plusieurs sujets, même si c'est la photo corporate, peut-être je dirais même pas le cœur de ton activité, parce que tu fais de la mode, tu fais de la photographie publicitaire aussi. Oui, photo publicitaire. Bon, la photo publicitaire, elle est dans le corporate, hein. Oui. Même la photo de mode, moi, je la classe dans la photo corporate. Pourquoi? Parce que le corporate, c'est quoi? En gros, c'est l'image de l'entreprise. Alors, que ça soit un styliste, ce qui a sa petite entreprise, donc ça reste une entreprise, donc on est là pour son image. Aussi les affiches publicitaires, les packshots, le culinaire est du corporate, ça reste du corporate. Et puis voilà, il y a la partie artistique où là, c'est là où je me lâche un peu avec mon équipe pour créer des photos, des tableaux, des œuvres. À part la partie création, qui t'appartient vraiment à toi, est-ce qu'il y a un volet sur lequel tu aimes le plus travailler? Mode, culinaire, est-ce que tu as une préférence ou pas? Tiens, j'aime beaucoup le culinaire. Ah. Voilà, j'aime beaucoup le culinaire. Pourquoi? Parce qu'on mange après. Ah. On mange bien après. Je m'en doutais. On mange bien. Mais il faut dire que j'aime tout ce qui concerne l'image d'entreprise, j'adore. Que ça soit pour un styliste, pour une photo de mode, que ça soit pour une photo de make-up, que ça soit pour juste un portrait d'un dirigeant, je m'éclate.
En fait, je réfléchissais à quelque chose parce que, alors, j'ai pas ta carrière, hein, mais je suis aussi passionnée de photo, tu le sais. Et en fait, moi, comment ça avait commencé? Ça avait commencé justement avec mon père qui nous apprenait à bien cadrer les photos. Par la suite, j'ai eu un petit appareil photo compact. Donc, je commençais vraiment à m'éclater. Mais j'ai toujours eu ce rapport à l'image. À ce jour, il m'arrive d'aller sortir ce fameux carton où il y a plein de photos qui ne sont pas forcément dans des albums et juste à les regarder. Donc, j'ai toujours eu un rapport à la photo. Et quand j'ai eu ce compact, à un moment donné, je me rappelle que j'essayais de prendre quelques photos de nuit et ça m'avait frustrée parce que j'avais de super beaux clichés mais que j'arrivais pas forcément à répercuter sur mon appareil. Je me suis rendu compte que finalement, il y a ces petits détails qui sont semés dans notre enfance, un peu comme toi. Donc, on t'a donné cet appareil photo quand tu étais jeune, mais ça finit par ressortir parfois beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, tout à fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, c'était la petite parenthèse confidence. T'as également été photographe de plateau. On ne valorise pas assez cette casquette-là. Tu as travaillé donc sur, quand je dis photographe de plateau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est plutôt sur des projets cinématographiques. Pour ne citer que ça, je sais que tu as travaillé sur le tournage de Papicha avec Mounia Meddour, entre autres. Oui, Madame Mounia Meddour. En quoi l'expérience de tournage est-elle différente? Ben, tu sais, déjà quand tu as dit que le métier de photographe de plateau est un peu méconnu ici, il n'existe pas. On a beau voir sur des génériques photographes de plateau, c'est pas de la photographie de plateau. La photographie de plateau, ce n'est pas seulement faire des photos backstage. C'est tout un monde. Il y a, par exemple, quand on est sur un tournage, une scène, la scène va se refaire une deuxième fois ou une troisième fois pour le photographe de plateau, pour des prises de vue à l'appareil photo, avec des photos. Maintenant, c'est une question de budget. C'est vrai que avec le budget actuel qu'on donne pour les longs métrages et tout, embaucher un photographe de plateau pour faire ce genre de rue, c'est pas possible. Et limite là maintenant, on voit beaucoup de photos malheureusement, que ça soit même des affiches de cinéma faites avec des captures d'écran. Oui, ça c'est l'horreur. Voilà. Mais avec Mounia Meddour, j'ai sur le film de Papicha, ça m'a permis de voir la photographie de plateau autrement. Pourquoi? Parce que c'était vraiment la vraie photographie de plateau. Il y avait une équipe extraordinaire lors du tournage. C'était speed. On a tourné même mois de Ramadan. C'était très difficile. Mais le fait de connaître déjà ce que c'était la photographie de plateau, ça m'a ouvert aussi les yeux sur ce domaine-là qui est méga intéressant. Mais malheureusement, ici en Algérie, il faut dire que la photographie plateau n'existe pas. Ce n'est pas que du backstage. Alors justement, à travers les différents épisodes et les différentes interviews, l'objectif c'est aussi de faire passer des messages et de profiter aussi de l'expertise des gens. Aujourd'hui, comme tu le dis, c'est un métier et c'est une fonction, on va dire, entière, complète. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui sont peut-être dans ce rôle sans forcément se rendre compte que c'est un métier à part entière ou que c'est une manière de faire qui est différente, qui se retrouvent dans ce rôle malgré eux? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour au moins s'adapter, malgré le fait qu'il n'y ait pas de budget, malgré que ce soit méconnu? Mais je sais pas, aujourd'hui on fait appel à des jeunes étudiants, à des jeunes photographes passionnés. Parfois c'est des photographes qui sont dans d'autres spécialités et qui viennent justement faire ces photos entre guillemets de backstage. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour améliorer l'expérience plateau, justement en tant que photographe? Le conseil que je pourrais donner à ces jeunes photographes, c'est le même conseil que je donne toujours à tous les photographes. Formez-vous. Tu sais, le problème ici en Algérie, c'est que les photographes ne se forment pas. Je vois des centaines d'annonces sur les réseaux de devenir photographe en 24 heures. En 24 heures, faire le côté technique avec tout ce qui est composition et tout en 24 heures, 2 jours, 3 jours. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Allez sur des formations qui sont présentes sur des formations présentes sur le net, hein. Je parle pas de YouTube. YouTube, ça reste une plateforme qui est très enrichissante, il y a pas de souci, mais elle a toujours un rôle, ce qui est gratuit n'est pas forcément bien. Voilà. Il y a des formations payantes sur le net, des grands photographes, de grandes écoles, et choisissez une spécialité. Ne touchez pas à tout. Je vois par exemple des photographes qui touchent à la photographie de mariage, après directement
Ah, je suis photographe corporate. Pourquoi? Parce que tel photographe fait du corporate, donc ça marche. Donc je vais faire du corporate. Après, tu vas trouver un autre photographe qui va faire du plateau. Pourquoi? Parce que voilà, ça marche. Il y a du cinéma, il y a du mouvement. Surtout la période de Ramadan où tu vois tous les tournages, ouais. Non, choisissez une spécialité. Choisissez, formez-vous sur ces spécialités. Ça n'empêche que vous pouvez toucher à d'autres spécialités. Il y a aucun problème. Mais formez-vous. Voilà. Essayez de lire des livres, voilà, sur ces, voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner. Parce que pour dire maintenant, comment devenir photographe de plateau en 10 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est le travail et c'est le temps aussi qui permet, comme tu disais tout à l'heure, de trouver sa signature. C'est le plus important, c'est la signature. C'est le jour où, quand on voit tes photos sans voir la signature, on dit, ah, ça, c'est pratiquement, je disais par exemple, c'est Flan, c'est la photo d'une personne ou la photo du Perse ou c'est là où tu te dis d'accord. Exactement. C'est quoi pour toi une photo réussie? Très difficile. Vous avez 4 heures. Très difficile. Moi, je dis toujours, une photo qui n'exprime aucune émotion n'a pas lieu d'exister. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Donc pour moi, c'est une photo réussite. C'est même si techniquement parlant, elle n'est pas bien, si surtout là. Je vais me faire taper sur les mains par les académiciens. Si on respecte pas les règles des tiers, la composition, si la photo dégage une émotion, elle te pousse à te poser des questions, c'est là où tu dis la photo est réussie. D'ailleurs, c'est Cartier-Bresson qui dit que la photographie, c'est mettre sur la même ligne de mire le cœur et l'œil. Enfin, l'œil et le cœur. Oui. Ouais. Finalement, il y a des éléments importants dans la photo, je vais en citer 2. La technique et aussi cette part d'intuition, d'émotion. Comment tu arrives à trouver cet équilibre? Bon, déjà, je suis autodidacte. Ça n'empêche que j'ai fait plusieurs formations. La technique est très importante. Il faut connaître la technique. D'ailleurs, même pour mes élèves, je leur dis, la technique est très importante. On peut pas, quand je vois moi des photographes qui shootent au mode automatique, je pose des questions sur des événements. Utiliser le mode automatique, c'est une insulte. Concernant la technique, c'est un volet qui est très important dans le domaine de la photo. Il faut connaître les techniques, que ça soit sur la composition, que ça soit sur le fait de savoir avoir une belle exposition. Mais il y a la partie où, comme je dis à chaque fois, on lit le photographe. Cette partie, il y a des personnes qui te disent on l'a ou on l'a pas. Le truc artistique, la fibre artistique ou l'œil, on l'a pas. Moi, je suis pas d'accord. C'est que on n'est pas avec cette fibre. C'est juste le milieu où on est. Donc, le fait de s'entourer avec des gens qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent aux photos, aux tableaux, la peinture, et là, comme si que tu nourris ton œil et tu nourris ton âme en même temps. Et c'est là où commence le travail du côté artistique. Voilà. Mais à un certain moment, c'est vrai que je faisais beaucoup de techniques jusqu'à 2019. D'accord. J'adorais ça. Technique, voilà, les lumières, les schémas de lumière, les réglages. Donc, je me suis consacré beaucoup plus à la technique et j'ai oublié le côté émotionnel du travail, la photo et du travail, ouais. Et à partir de 2020, je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. Donc, je suis revenu et j'ai arrêté de me consacrer à la technique. Voilà. Avant, j'utilisais peut-être 6, 7, 8 sources de lumière pour avoir une photo. Là, je travaille pratiquement avec une seule source de lumière. Pour dire, il y a qu'un seul soleil, donc il y a qu'une seule source de lumière. Oui. Donc, je travaille beaucoup et je me dis, voilà, le fait de travailler, d'oublier un peu la technique, de se consacrer à la technique, ça... C'est ce qui permet finalement de peut-être faire beaucoup plus à la personne, peut-être à ta photo, de donner de l'âme au travail. D'accord. Et de te connecter plus au modèle. Oui. Parce que quand on est sur la technique, le modèle passe en deuxième. Ouais. Tu vois, en deuxième lieu. Mais quand tu fais partie tu te consacres à l'émotion de cette personne, donc tu discutes avec elle lors du shooting, on parle de tout, de ses émotions, de
Voilà, Oui. et c'est là où Il y a une connexion qui se crée, ça se voit à l'image. ça se voit à l'image. Ouais. Alors, tu as beaucoup utilisé le mot élève, donc tu proposes des formations. Là, j'ai arrêté. Là, tu arrêté. Là, j'ai arrêté. Je faisais des masterclass, ce que j'appelais des Oui. masterclass. D'ailleurs, c'était la période du Covid aussi. Mhm. Mais là, en ce moment, j'ai arrêté les masterclass. Voilà. C'est parce que ça te prend beaucoup de temps ou tu te consacres à d'autres projets? C'est un ou, choix. c'est un choix. C'est un D'accord. choix personnel. Maintenant, j'ai arrêté de le faire. D'accord. Peut-être après, je sais pas. Mhm. Mais maintenant, non. Ok. Voilà. Mine de rien, de 2010 à aujourd'hui, ça fait 14 ans. Oui. Oui, ça va, je sais bien faire mes calculs. Ça veut dire que ça marche plutôt bien pour toi et c'est tant mieux. Hein. Mais comment, tu avais parlé un petit peu tout à l'heure de la complexité, de la difficulté quand même de ce travail-là, mais comment tu évalues la complexité ou la difficulté de faire tourner une entreprise axée sur un métier comme la photo, qui n'est pas non plus hyper, on va dire, grand public. C'est pas comme quand on vend un produit alimentaire ou, Oui, ou oui, quelque chose oui, d'accessible. Bah justement, en comparaison avec une entreprise dans un autre secteur. Qu'est-ce qui est Si le tu plus m'aurais posé complexe la pour toi? question avant Covid, Oui, je t'aurais répondu autrement. d'accord. Donne-moi les deux réponses alors. Ben, tu vois, jusqu'à 2019, 2018, ça marchait super bien. Les entreprises s'intéressaient à la com. Il y avait beaucoup de communication à l'époque. D'ailleurs, tu faisais partie et tu voyais, il y avait beaucoup de com. Et il y avait moi j'appelais des gens du métier. C'est des gens qui adoraient leur travail, qui adoraient la communication, donc ils investissaient beaucoup plus sur ça. Après le Covid, le monde a changé. Le monde de la com a changé. Je sais pas pourquoi, sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'agences ont fermé, malheureusement, et les entreprises n'investissent plus sur leur communication. Il suffit d'aller sur Internet et partir sur Shutterstock, par exemple, ou d'acheter des photos et faire des affiches. Moi, je trouve ça vraiment... Ouais, malheureusement, ouais. On n'investit pas. On n'investit pas. Et là, c'est vrai que c'est un peu dur pour le moment. C'est un peu dur. On dit alhamdoulilah, tant mieux, parce que il y a toujours des entreprises qui investissent sur leurs images. Tant mieux, hein. Les autres, j'arrive pas à comprendre le pourquoi, justement. Pourquoi ne pas investir sur son image? Ouais. J'arrive pas à comprendre. C'est la question que j'avais soulevée il y a pas si longtemps sur des affiches. Enfin, c'était des publications destinées aux réseaux sociaux, mais ça restait quand même de l'image. Et c'est vrai que c'est à la fois aux annonceurs d'investir, de permettre à leurs agences de pouvoir faire des shootings, mais aussi aux agences en tant qu'entreprise en communication d'avoir un budget pour ça et de créer pourquoi pas leur propre banque d'images, par exemple. Oui, mais le problème c'est que la création est morte en ce moment. Il y a plus de créa. Il y a plus de créa. Il y a aussi un autre volet où je pense que c'est le seul pays au monde où, quand on parle de budget, les gens sont un peu réticents. Par exemple, on vient vers moi pour une affiche publicitaire ou par exemple pour un packshot et on te dit bon, tu le fais à combien? Déjà cette question, moi, le fait de dire le tarif, peut-être ça ne va pas être comment dire. Le budget prévu ou le budget prévu attendu, pour oui. Exactement. Mais quand on demande quand je pose la question, quel est votre budget pour ce projet-là? Il te regarde vraiment à travers, il te regarde, pourquoi tu me demandes quel est mon budget? Non, toi, tu me donnes. Non, je préfère que tu me donnes ton budget et moi, je te ferai une proposition par rapport à ton budget. Adapté. Pourquoi les autres pays, par exemple, j'ai travaillé avec des étrangers, et quand on parle de budget, ils te donnent directement sur le brief, il y a le budget. On a tel budget pour tel projet. Propose-nous. Et voilà, malheureusement, ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne, à ton avis? Sur ce paysage photographique en Algérie et ce rapport, justement, qu'on a à l'image. Le professionnalisme, je pense. Il faut vraiment que les gens remettent les choses dans leur contexte. Je sais pas pour jeter de la pierre aux autres, mais voilà, pour dire tu as des directeurs marketing par exemple, ce n'est pas parce que tu as le titre de directeur marketing que tu es marketeur. Oui. D'accord. Il faut vraiment nourrir son âme, nourrir sa vision, et le fait d'à chaque fois tomber sur les mêmes clichés qu'on a sur des affiches publicitaires où il n'y a pas de création, il n'y a rien,
Je comprends. L'image est un support de communication, ça c'est clair, mais bon, même si on en est encore au stade de sensibilisation, mais on a tendance à l'oublier. Imaginons que tu sois face à un chef d'entreprise ou à un responsable justement qui n'est pas forcément convaincu de la force de l'image, ou que le fait que sur son site il doit y avoir des images clean, pro de ses collaborateurs, ou de devoir offrir un shooting justement à ses collaborateurs pour qu'ils aient des photos corporate sur leur LinkedIn, etc. Imaginons que ce chef d'entreprise soit quand même ouvert à la conversation et que tu doives le convaincre ou argumenter pour le faire passer à l'action. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est mon problème. Ah. Voilà. Ça, c'est vrai que je communique très mal. Et je ne sais pas me vendre. Moi, généralement, ce que je montre, c'est toujours mon catalogue quand je suis face à un directeur d'entreprise ou directeur marketing, pourquoi pas, et de parler d'un projet. Généralement, ce que je fais, c'est que je montre mon catalogue, et c'est là où je prends la température. Et je vois s'ils font appel à mes services, c'est que vraiment, ils sont intéressés par mon travail. Si on te demande directement le devis, je me dis non, c'est pas possible. D'accord. Parce que je me dis directement, c'est une entreprise qui se base sur un devis uniquement sur le devis. Donc c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. D'accord. il y a aussi en parlant de budget justement, il y a quelque chose qui me chiffonne personnellement, c'est quand t'as des entreprises qui vont débloquer d'énormes budgets pour organiser des événements, et que derrière, quand tu vas par exemple sur LinkedIn, tu vas trouver des photos horribles, parfois prises avec un téléphone. Alors, on peut très bien prendre de jolies photos avec un téléphone. Encore faut-il qu'il ait au moins une maîtrise, une bonne qualité d'image, etc. Et les gens ne se rendent pas compte que ça peut casser complètement l'ampleur et la beauté de l'événement qui a été organisé. D'où l'importance du photographe corporate. Parce qu'un photographe corporate, il est là, c'est son métier, le corporate. Tu vois, la photo corporate est très délicate. Si on parle d'événements, par exemple, je vois beaucoup de photos publiées sur les réseaux tels que LinkedIn et tout, où on montre que la bouffe. Ouais, le cocktail. Le cocktail. Tu vois. Ou bien, par exemple, il y a ce qu'on appelle les photocalls installés d'une manière catastrophique, et on prend des photos des invités sur ce photocall, avec ce photocall. Et le photocall, c'est un studio. Donc, il faut un éclairage studio sur place. Il faut un photographe professionnel qui maîtrise le studio pour faire des photos, avec photocall. Parlant d'événements, il y a des moments clés où on prend des photos sur l'événement. Ce n'est pas que la partie... Moi, je refusais toujours de prendre des photos au moment du déjeuner ou le dîner. Je refusais. Il y avait des clients qui me demandaient de faire ça. Moi, je refusais. Donc, je leur dis, je peux prendre quelques photos culinaires, mais les gens en train de manger, ça, je ne peux pas le faire. Ouais. Alors, en fait, il faudrait penser le projet comme plutôt un peut-être photo documentaire ou photo reportage, c'est un événement. Tout à fait, mais c'est ça, c'est photo reportage. C'est de la photo reportage. Montrer des gens en train de manger, je sais pas, je trouve ça dégueulasse. Oui. Mais vraiment, on essaye au moins de sensibiliser à ça. J'espère que cet épisode va faire réfléchir. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, mais c'est pour ça que je tenais à t'avoir sur ce podcast, parce que il y a des corps de métier qu'on ne fait pas assez parler, en fait. Et qui ne vont pas forcément s'exprimer d'eux-mêmes. Toi, tu vas peut-être sensibiliser. Mais aussi, je comprends peut-être les organisateurs d'événements, parce que pour eux, un photographe, c'est... Ah, tiens, tu appelles un photographe, on a besoin d'un photographe. Ils n'ont pas cette culture de dire on a besoin d'un photographe corporate pour tel événement professionnel. Ah, tiens, le photographe corporate coûte plus cher qu'un photographe normal. Donc, pour eux, directement, ils pensent à peut-être un photographe de mariage. Avec tout le respect que j'ai photographe, il y a des excellents photographes de mariage. Moi, j'ai fait du mariage à une époque où, bien sûr, j'ai arrêté parce que ça me parlait pas. Comme tu dis, c'est des spécialités, c'est des passions, c'est des centres d'intérêt aussi. Et c'est deux mondes différents. Donc, pourquoi faire appel à un photographe de mariage pour un événement professionnel? C'est pas possible. Je suis d'accord. Tu as travaillé pour rester un petit peu dans le monde publicitaire et le monde des agences, tu as travaillé sur des campagnes pour Mobilis, pour Candor, Algérie Télécom aussi, je crois. Algérie Télécom. Et qui ont notamment fait appel à des visages connus, comme Slimani, le joueur de foot, ou Souhila Ma'allem, et j'en passe. Alors, concrètement,
comment ça se déroule et en fait, quelle place tu as toi en tant que photographe dans tout le process? Est-ce que tu as une mission quelque part de conseil avec l'agence sur l'élaboration de la campagne? Raconte-nous un petit peu les coulisses pour mieux cerner ton travail et ce que tu fais. Déjà, pour répondre à cette question, tout dépend de l'agence. Il y a des agences où on te donne un brief sur un projet, ce qu'on appelle des têtes de ligne. Voilà. Et après, on te demande de faire une proposition. J'aime beaucoup, je préfère ça. J'adore cette partie-là. Il y a d'autres agences qui te donnent le brief directement mâché, tu vois, il est prêt, on veut telle pose, telle tenue, telle lumière, telle. Donc là, on est exécutant. Même si des fois, quand on voit, ça ne va pas, parce que tel modèle, telle personne, allez, par exemple, il y a des personnes qui ont le visage rond, et on te demande de mettre une lumière de face. C'est pas possible. Ce n'est pas une lumière qui est destinée pour les personnes avec les visages rangs. J'ai eu la chance, je dis bien que j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'agences qui m'ont demandé de faire des propositions à des projets comme des affiches publicitaires et tout. Voilà. C'est du collaboratif, c'est ça aussi qui est important de souligner parce que comme tu le dis, quand on pense quelque chose sur le papier, une fois qu'on est dans le studio par exemple, ben c'est plus le même cas de figure. Alors il y avait un sujet sur lequel aussi je voulais t'amener, c'est pour ça que j'avais amorcé la question de cette façon, c'était le sujet justement des droits d'image. Des droits d'auteur, pardon. Comment ça se passe dans le cadre, par exemple, d'une campagne publicitaire? Donc, il y a Slimani, Souheila Ma'alem qui vient dans ton studio ou que... Ah, ça, c'est le droit d'image. Oui. Ça, c'est pas avec moi. Le droit d'image, ça concerne l'agence, le modèle, l'agence et l'entreprise. Parce que là, ils cèdent le droit d'utiliser son image. Leur image. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te lie, toi et l'agence? Non. Non. Non, je préfère pas avoir de lien directement avec le modèle. Je préfère pas. Moi, je conseille les photographes de ne pas prendre ce risque-là. Ok. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser à ce sujet. D'ailleurs, on a eu une discussion là-dessus il y a en fin d'année, je crois, ou en début d'année. On va prendre un autre cas de figure pour sensibiliser ceux et celles qui nous écoutent. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'être photographiée par toi. J'ai eu de superbes photos. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est vraiment presque une séance de psychanalyse ou de psy. Mais c'est le cas. On s'en rend pas compte, hein, mais une fois qu'on est face à l'objectif et qu'on est dans la séance, c'est vraiment un moment à soi. Je me rappelle que à ce moment-là, c'était ma parenthèse, c'était ma bulle. Il y avait rien qui pouvait venir me perturber, téléphone éteint, j'étais juste dans la séance et ça a été une super belle expérience et déjà qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, on a un rapport à notre propre reflet qui est compliqué. Et je trouve qu'une séance photo, c'est vraiment... D'ailleurs, ça a été véritablement ma première expérience photo, c'est-à-dire en tant que modèle dans un studio. Bref, parenthèse fermée. Alors, comment là, pour le coup, on gère ces droits? Là, c'est la partie, ce qu'on appelle les droits d'auteur. Oui. Bon. Explique-nous. On peut pas résumer les droits d'auteur en 10 minutes, mais on peut faire toute une thèse pour ça. Mais en gros, les droits d'auteur se divisent en deux parties. Il y a les droits patrimoniaux, ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, et les droits moraux. Les droits patrimoniaux, on peut les négocier. D'accord. Les droits moraux, jamais. Donc, on a les droits patrimoniaux qui sont, il y a 3 droits sur les droits patrimoniaux. Il y a ce qu'on appelle les droits de reproduction. D'accord. Droits de représentation et droits de suite. Ok. Donc, droit de reproduction, c'est reproduire l'œuvre sur un support. Donc, c'est du matériel, que ça soit pour une affiche publicitaire et tout. Donc, le photographe donne ce qu'on appelle une cession de droit pour utiliser telle photo, pour reproduire telle photo sur tel support. Il faut mentionner vraiment le support. Par exemple, affiche de tel mètre sur tel mètre, le lieu. Voilà, aussi le lieu. Et la durée de l'affiche. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit de représentation. Le droit de représentation, c'est tout ce qui concerne la télécommunication. Donc, qui dit télécommunication, c'est beaucoup plus sur Internet. Allez, par exemple, on prend ton exemple. Oui. Tu as fait des photos corporate. Tu as payé pour une prestation. Cette prestation, elle est juste pour une utilisation privée. Okay. Et qui dit privé, dit chez toi. Donc, mon site web, mes réseaux sociaux, par exemple. C'est pas privé. C'est pas privé, ça c'est public. D'accord. Exactement. Donc, je dois te donner une cession de droit. D'accord.
pour utiliser tes photos, tes propres photos. Ah, voilà, ma tête ne m'appartient plus. Pour tes propres photos, pour une session de droit, pour tes propres photos, pour les utiliser sur, par exemple, tel site, tel blog, tel réseau, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une droit de représentation. Oui. Je cite toujours le même exemple, un photographe de mariage. On fait appel à un photographe de mariage, on le paye pour une prestation, sauf que vous n'avez pas le droit de publier ces photos, vos photos, dans les réseaux sociaux. Je trouvais important d'en parler parce que justement, toutes ces choses-là, on ne les sait pas. Hein. Malheureusement. Oui. Et je peux dire, si on suit vraiment les droits de cloche, on va pas bosser. Moi, déjà, je travaille pas beaucoup à cause de ces lois. Parce que quand je donne mon contrat au client, il trouve ça bizarre. Comment? Je t'ai payé. Non, t'as payé pour une prestation, oui. Mais il y a des droits. C'est ça, c'est qu'on n'est pas formé en fait, et on n'est pas sensibilisé à ça. On n'est pas formé. Oui, vas-y. Donc il y a la partie représentation, on a dit sur les autres. Il y a les droits de suite. Les droits de suite, c'est par exemple, je vends un tableau, je te vends un tableau, tu le vends en gros, parce qu'il y a bien sûr des critères à suivre, mais 10 ans après, tu vas le revendre. D'accord. D'accord. Ouais. C'est que moi, je dois toucher une commission sur cette vente-là. D'accord. C'est ce qu'on appelle le droit de suite. Et les droits patrimoniaux sont protégés pendant toute la vie de l'artiste, du photographe, et 70 ans après sa mort. 70 ans, ok. Après sa mort. Donc même les ayants droit, ils vont profiter de ces droits-là. Oui. Ils peuvent jouir de ces droits-là 70 ans après ça tombe dans le domaine public. D'accord. Ok. 70. Il y a la partie où les droits moraux. Là, il y a plusieurs droits moraux, dont le droit de paternité, ce qu'on appelle le droit de paternité. C'est que, voilà, quand tu as quelqu'un qui t'appelle et te dit, écoute, tu me fais un prix pour mes photos et je citerai ton nom. Ah, de la pub. De la pub, tu vois. Ça n'existe pas. Ouais. C'est que c'est une obligation de citer le photographe. C'est pas éthique, tu vois. C'est une obligation, c'est une loi où tu dois mentionner le photographe. Dès que tu publies, tu utilises, n'importe quoi de cette œuvre, tu dois mentionner son photographe. Ouais. Il y a ce qu'on appelle aussi le respect le droit de respect. J'ai oublié le terme juridique, mais en gros, c'est quoi? C'est de respecter aussi l'œuvre du photographe, qui veut dire tu n'as pas le droit de recadrer, tu n'as pas le droit de la mettre en noir et blanc, par exemple, tu n'as pas le droit de retoucher ta photo sans le consentement du photographe. Et encore, il faut que la retouche soit faite par le photographe. Lui-même, oui. Lui-même. Donc des fois, quand on donne des photos, et si on demande à la personne de ne pas recadrer, on va pas travailler. Ouais, c'est ça. C'est complexe quand même. Hein. C'est très très difficile. C'est très difficile, surtout ici. Parce que si en par ailleurs, moi quand je travaille par exemple avec des étrangers sur des projets et tout, ça c'est normal c'est un truc très normal. Parce que ça fait partie du process. Voilà, on pose même pas la question. Oui. On le dit même pas. C'est normal. Ici, malheureusement, c'est très difficile. Et dès qu'on montre ces droits-là, ça freine et ça nous pose problème. J'espère en tout cas que ça va changer, que ça va bouger. Mais voilà, il y a par exemple des astuces où, par exemple, aller sur le fait de donner une session de droit, par exemple, allez, je te prends en photo, je te dis, ok, t'as le droit de les partager sur les réseaux, mais tu me laisses partager 2-3 photos sur mes réseaux. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Un autre cas de figure peut-être qui était intéressant et dont on avait parlé, par exemple, si une photo est utilisée par un magazine, c'est le magazine qui doit te contacter. Tout à fait. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer ce cas de figure aussi? Aussi, ça, c'est... On fait une masterclass en peu de temps. Là, c'est très long aussi concernant les magazines, mais parce qu'il y a aussi qui tombent dans le droit d'information et tout, mais bon, c'est pas le problème. Maintenant, il y a une astuce. C'est les magazines ou les journaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle DR, droit réservé. Ok. Voilà. Qui veut dire? C'est qu'ils partagent la photo sans citer le photographe. Comme quoi, on connaît pas le photographe. On a trouvé cette photo sur le net. Ah. Et dès qu'il se présente, il n'y a pas de problème, on va négocier le tarif.
D'accord. des droits. Alors que la loi n'existe pas. C'est interdit par le mot DR. Tu vas trouver. Essaie de DR. Oui. Ça n'existe pas. C'est interdit par la loi. Donc, les magazines doivent contacter le photographe pour leur demander une session pour l'utilisation de telle photo. Maintenant, s'ils vont sur une utilisation où ils vont modifier la photo, ça c'est impossible. Et tout ça doit être payant en plus, parce que les gens ne savent pas aussi. Hein. Payant, c'est une session, c'est une session qui doit être payée. Voilà. Et payante par rapport au nombre d'impressions, tu vois, il y a tout un truc sur ça. Oui, parce que c'est vrai que le travail du photographe, peut-être qu'il se fait une fois, c'est-à-dire qu'il y a une photo, elle est shootée une fois finalement, mais après c'est l'usage derrière qui en fait la récurrence. L'usage derrière. L'usage derrière. Et c'est ça, par exemple, pour une affiche publicitaire, tu lui dis, tu poses la question sur le brief et tu lui poses la question, tu lui dis, écoute, sur combien d'années tu vas utiliser cette affiche? Il te regarde bizarrement, mais de quoi je me mêle? Oui, c'est-à-dire tu me l'as faite, elle m'appartient. Non, elle t'appartient pas, monsieur. C'était vraiment important pour moi d'ouvrir cette parenthèse parce qu'on n'est pas du tout sensibilisé. D'ailleurs, même sur les réseaux, on le voit, il y a plein de photos qui sont utilisées, reprises, sans même citer la personne. Ça ne vous coûte rien. Au moins ça. On n'a même pas ce réflexe. C'est une obligation. Oui, mais les gens... C'est une obligation de citer la personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, j'espère qu'on sensibilise un peu à travers. D'autant plus que ces droits moraux, c'est qu'ils sont pas négociables. C'est que même moi, si par exemple je te dis, Wardiya, c'est pas la peine de mettre mon nom. Je n'ai pas le droit. Oui. Parce que moi, je dois le mettre. Même si je te signe un contrat où je te dis, Wardiya, ne mets pas mon nom sur, j'ai pas le droit. Maintenant, il y a des cas, parce que aussi c'est des cas par cas. Par exemple, il y a par exemple, des photos où j'aime pas que mon nom soit affiché avec ces photos-là. Donc là, on peut dire, écoute, ne mets pas mon nom et je veux même pas savoir qui. Oui. Oui, bon, après là, c'est soumis à discussion, c'est un peu, si tu veux, presque subjectif. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment de revenir au moins sur ces cas concrets et peut-être de donner envie aux gens de creuser justement cette histoire de droit d'image, de droit d'auteur et de mieux comprendre comment ça se passe et pour peut-être, on va dire, mieux respecter le travail de l'autre aussi, c'est important. Et j'espère, parce que ça fait des années moi que je me bats pour ça. Je comprends. Et c'est difficile. Même le système juridique ici en Algérie, il n'y a pas un système juridique qui. Tu vas trouver l'ANDA par exemple, tu vas trouver des institutions qui vont te dire voilà on est là pour ça, mais le fond il n'existe pas. Les lois existent. Oui. Mais tu passes chez un juge spécialisé. Il n'y a pas de juge spécialisé pour les droits d'auteur. Et puis, au final, je me dis que la photographie en tant que secteur n'est pas peut-être mis en cohérence, on va dire. On a tendance à ne pas se rassembler dans les corps de métier pour faire force. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à parler de ton adhésion à la Société des auteurs des arts graphiques et plastiques. C'est ça, la DAGP, qui est donc une société de gestion de droits d'auteur française dans le domaine des arts visuels et qui a été fondée en 1953. C'est une très vieille société et qui a pour mission notamment de soutenir les artistes et les droits d'auteur. Exactement. Ça t'apporte quoi, cette adhésion quel est ton rôle peut-être, parce qu'il doit y avoir le rôle des artistes aussi au sein de cette société. Raconte-nous un petit peu ce. Tu sais, l'agence, la DAGP, c'est comme ici l'ANDA, tu vois. L'Office national des droits d'auteur, c'est le même principe. Sauf que au niveau de l'ANDA, ils m'ont pas accepté. Ah. Voilà. Mais pour quel prétexte? La photographie n'est pas un art. Ok. Bon, on va essayer de pas doubler le nombre d'heures de ce podcast. On reviendra à ça peut-être une autre fois. Voilà. Waouh. Okay. Et quand j'ai connu la DAGP justement, on a envoyé le dossier sur place. On envoie par mail le dossier. Et le dossier a été accepté en 48 heures. Avec une carte d'artiste européenne. Incroyable. Où tous tes droits sont protégés. Déjà, tu as un avocat commis d'office. Donc, il y a sur leur site où tu partages toutes tes photos, pratiquement, les photos, et eux, je sais pas comment ils ont un serveur où le serveur tourne vraiment à travers le net, le monde entier, pour capter telle photo de tel photographe, de telle photo, pour quelle a été utilisée, où elle a été utilisée, est-ce que ça a été respecté ou pas? Respecté ou pas.
Et ou dès que, par exemple, moi, j'ai un souci avec une photo où il a été utilisé par telle personne ou telle personne, donc j'envoie mes mails et eux, ils s'occupent de ça. Pourquoi? Parce que ils prennent un pourcentage avec toi. Oui, oui. C'est leur, Oui. voilà, c'est leur revenu, c'est leur seul revenu. Donc. Mais du coup, en Algérie, les photographes ne sont pas protégés. En fait, vos droits ne sont pas protégés, si je comprends bien. Si tu parles, يقول لك oui. Enfin, mais si ton dossier a été refusé. Parce que je suis pas un artiste, voilà. Et donc demain, admettons, t'as une photo, une photo d'Alger ou peu importe, qui a été utilisée pour une publicité, pour une affiche ou même sur des réseaux d'une marque. C'est la DAGP qui va s'occuper de ça, avec l'ANDA. Oui, mais voilà, mais justement, donc il y a quand même cette connexion avec l'ANDA. Oui. D'accord, ok. Waouh, c'est vraiment tressé, quoi. Oui. D'accord, waouh. Parce que ça me fait penser à un ami photographe, justement, qui a retrouvé une de ses photos sur le site d'une entreprise algérienne. Je ne sais plus trop comment il a réglé cette histoire, mais je sais que dans un premier temps, il leur a écrit en mode soit vous la retirez, soit vous l'achetez. Eh ben, ou alors je passe ça. Soit vous la retirez. Oui. C'est que tu payes. Oui. Tu la retires et tu payes. Oui. Je sais pas comment. D'ailleurs, je devrais peut-être lui poser la question pour savoir comment c'est fini cette histoire. Ok. Bon. On va encore continuer à plonger un peu plus profondément dans ton univers. Tu as à ton actif plusieurs expositions. Je vais en citer quelques-unes. Tarit quand tu nous tiens. Donc ça, on revient vraiment à la genèse de Faisal en tant que photographe. Un portrait, une histoire en 2014. En 2019, Soul and Roll. Et en 2022, Qawarir, en hommage à l'artiste Margaret King. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire aussi connaître ton métier. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu amorces ton travail, de comment se passe le montage d'un projet et comment on transforme finalement l'idée en projet d'exposition? Parce que finalement, en tant que visiteur, on vient, on voit la photo, on se dit « Waouh, c'est cool, c'est génial ». Mais on se dit pas que derrière, il y a parfois des heures, des années, des mois de travail. Comme tu as dit, tout commence de l'idée. L'idée peut venir sur un sujet, sur une discussion. Voilà, on parle d'un sujet et là dans ma tête il y a une idée qui vient ou d'une simple chanson. Oui. Des paroles d'une chanson, d'un texte, d'un poème, d'une œuvre de peinture. Et l'idée déjà commence par là. Et après il y a la partie où il y a la réflexion, la partie où on réfléchit sur la possibilité de créer ce projet-là. Et là, bien sûr, il y a une équipe qui est derrière. Je suis pas le seul. Quand on voit des photos, on dit c'est beau, tu as fait ça. Je suis pas seul. Il y a une équipe derrière. Il y a des modèles qui sont derrière. Exactement. Voilà. Et donc il y a beaucoup de recherches à faire avant. Donc il y a la partie technique, il y a la partie histoire, il y a la démarche aussi. Et à partir de là, on commence les séances. Et les séances peuvent prendre des années. Et après, on montre ça au public, on divulgue ça au public. Oui. Bon, moi, j'ai eu le plaisir de découvrir Soul and Roll et Qawarir. Sur Soul and Roll, c'était les photos de danseurs. Voilà. Là, c'était le thème, c'est la danse contemporaine. Et j'ai fait appel à plusieurs danseurs qui sont juste magnifiques. J'ai eu le plaisir de les rencontrer et de bosser, de collaborer avec eux sur ce projet où j'avais vraiment besoin de montrer cette énergie et comment on dit, ce n'est pas des photos de danseurs, c'est de leur âme qui est sur ces photos. Et chacun a donné de ce qu'il a pu donner sur ce projet-là. Il y a eu des shootings où on a commencé à 8h du matin et on a terminé à minuit. Et c'était très très chaud. Oui, on oublie que c'est un travail de longue haleine pour avoir le bon cliché, surtout quand c'est des danseurs, parce que il faut savoir que je sais pas d'ailleurs s'il y a quelques photos, il me semble, sur ton compte Instagram, donc les gens peuvent les voir, mais ils sont pas juste au sol, hein. Parfois ils dansent, c'est des acrobaties, donc voilà. Comment on fait pour se connecter justement à un danseur? Parce que pour le coup, là, on est loin de la photo corporate, où je suis juste assis sur une chaise, où tu essayes de me mettre à l'aise et donc éventuellement, voilà, je peux te regarder, te faire un sourire et tu me prends en photo. Là, la danse, c'est quand même quelque chose. Tu sais, sur ce projet Soul and Roll, la seule condition qu'il y avait, c'est que moi, je choisissais la musique. Ah. Donc, c'était ma musique. Donc il y avait plusieurs musiques choisies sur ce projet, et je demandais aux danseurs de vivre de ne pas danser la musique sur cette musique, de vivre cette musique.
et on voit un truc incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable. C'est quoi ton meilleur souvenir en studio? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu dis, waouh, je viens de vivre un moment exceptionnel? Oh, il y en a eu, mais je dis toujours, le meilleur souvenir, c'est demain. Ah oui, le meilleur est toujours à venir. Ouais. Voilà, c'est demain. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments parce que tu sais, chaque période a sa particularité, tu vois. Lors du Salon Roll, c'était de voir ces jeunes-là, de leur parler, de voir comment ils maîtrisaient la danse contemporaine. Sur Krawali, c'était un autre trip, tu vois. C'était des modèles qui venaient et je leur demandais juste de poser, d'ouvrir les yeux, de ne pas sourire, limite. Les photos sont d'ailleurs assez impressionnantes parce que là, pour le coup, il y avait encore un gros travail en Voilà, par exemple, sur le projet de Krawali, c'était ça, c'était de voir le film sur Margaret Kane, où je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut faire ce genre de truc en photo? En photo, Voilà. Super. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à te découvrir à travers tes photos et tes expos, parce que moi, je t'avais connu dans le cadre d'une collaboration avec une agence. Hein. On avait fait un shooting pour un lieu et c'est comme ça que j'avais découvert que tu étais dans le BTP. Je me suis dit, ok, reconversion, il y a quelque chose à faire. Je savais pas que quelques années plus tard, j'allais lancer mon propre podcast et en parler, donc je suis d'autant plus ravie. On va parler d'une autre passion qui n'a aucun lien avec la photo, la moto. Oui. La moto. D'où ça vient? Est-ce qu'on t'a offert aussi une moto quand t'étais petit? Motard à l'âge de 4 ans aussi. Non. Donc la photo et la moto, c'était à la même période, à 4 ans. Incroyable. D'ailleurs, c'est ma première moto. J'allais te dire, est-ce que la petite moto qu'on voit sur le côté... Oui, c'était ma toute première moto. Incroyable. C'était ma toute première moto. Et voilà, depuis, c'est une passion. Bon, maintenant, j'en fais plus. Ça fait... depuis 2019, j'en fais plus. J'ai un problème de dos. Ah. Voilà. Ouais. Donc, j'arrive plus à monter sur une moto, malheureusement. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que on le voit parfois à travers notamment des reportages à l'étranger, mais on ne sait pas qu'il y a une communauté de motards en Algérie. Il y a plusieurs. Moi, je faisais partie de communauté le Hog, mais bon, ça c'est pour une marque américaine de moto. Donc, je suis fan, j'étais toujours fan de cette marque. Il y a un groupe de motards, ce qu'on appelle des propriétaires de cette marque en Algérie. Et on se rencontre en famille, entre nous, avec nos enfants des fois, tu vois. Et on fait des sorties un peu partout, le sud, l'est, l'ouest. C'est quoi le plus beau trip que tu aies fait en moto? Le plus beau trip, c'était à Grimaud. À Grimaud, c'est Saint-Tropez. D'accord. Voilà, c'était pour le festival de Grimaud, où il y avait pratiquement 3 millions de motos. Waouh, énorme. Énorme. Et on voyait les adeptes de cette marque venus du monde entier. Donc on voyait des Turcs, on voyait des Américains, on voyait des Allemands. Mais dès qu'on voyait le drapeau algérien, vous venez d'Algérie. Donc, ça surprend, justement. Ça surprend. Mais pourquoi ça surprend? Puisque vous venez des États-Unis. Là, c'est juste à côté. Exactement, donc, oui. On s'attend pas à ce qu'il y ait des motards. Et on descend sur Marseille et on est... Ouais, c'était magnifique. C'était magnifique. Avec le groupe, d'ailleurs, je salue le président Abdelghani Mechti qui il a dans le sang cette marque. C'est dans le sang. D'ailleurs, là, derrière toi, il y a quand même un gilet. Voilà, j'ai gardé le souvenir, le gilet. Vous l'apercevrez sur Instagram et sur les vidéos. Faisal, on pourrait encore rester, je pense, plusieurs heures, mais l'idée, c'était de mieux faire connaissance avec toi, de parcourir et de relever quelques points importants, notamment au sujet de ce métier, de ce secteur de la photographie qui me passionne aussi, parce que je trouve que surtout à une époque aujourd'hui où l'image prend beaucoup plus de place, elle ne prend pas forcément la bonne place. La bonne place. Elle ne diffuse pas forcément les bons messages, mais c'est bien à travers ce genre de discussion de rappeler aux gens et de leur dire d'ouvrir vraiment les yeux et de se reconnecter aux belles images et aux beaux à travers notamment des photographes comme toi. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, quel est ton photographe préféré? Ah, il y en a tellement. Si tu devais en citer qu'un. Helmut Newton. C'est quoi pour toi la réussite? Quelle est ta définition de la réussite? Alors, la réussite. Alors là, tu me poses une colle. Qu'est-ce que je vais dire sur ça?
Honnêtement, je peux pas te répondre à cette question. Je peux pas te répondre parce que la réussite, tu vois, c'est subjectif, tu vois. Donc, tu peux trouver quelqu'un, je sais pas. Il a un poste, son job, voilà, son job, il a sa paye, il est super content et pour lui, il a réussi et je respecte parce que pour lui, c'est ça, c'est une réussite. Mais pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est d'avoir un nom dans ce domaine de la photographie. Comme Helmut Newton, voilà. Quand on dit Helmut Newton ou Marc Lagrange ou je sais qui, c'est des gens qui ont marqué l'histoire. Cartier-Bresson, clairement. Tu vois, ils ont marqué l'histoire en photographie. Je me dis pourquoi pas. Amen. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Écoute, que ton nom s'exporte encore plus. Ce dont tu es le plus fier. Mes enfants. L'endroit ou le pays que tu aimerais visiter. L'Islande. Ah, je suis d'accord. Voilà. Une citation, un proverbe ou un motto, un leitmotiv que tu aimerais partager. C'est la citation de Confucius. Ça m'a toujours marqué. C'est choisis un métier que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un jour. Ouais, super. Voilà. Écoute, merci Faisal pour ce moment. Merci à toi. Ravi d'avoir pu creuser un peu plus ton parcours parce qu'on se connaissait, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même que j'ai découvertes. Merci d'avoir partagé des informations précieuses aussi et qui j'espère donneront à réfléchir à ceux et celles qui nous écoutent. J'espère de tout cœur. Et j'espère surtout que ça leur donnera envie de venir te rendre visite dans le studio, que ce soit pour discuter ou pour une séance de psychophoto. Psychophoto, voilà. Merci à toi et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci infiniment. À bientôt. Merci. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les reconversions professionnelles et la photographie. Et c'est justement l'objectif du podcast. Vous faire venir sur nos réseaux sociaux pour poursuivre la discussion, que ce soit avec moi, mais surtout avec mon invité du jour, Faisal Bezaoucha, qui se fera certainement un plaisir de répondre à vos commentaires et à vos questions. Je vous invite donc à rejoindre Table Ronde sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube et à nous laisser pourquoi pas des étoiles sur Apple Podcast et un petit message ou un commentaire sur Spotify. Sur ce, prenez bien soin de vous et ayons tous à cœur de com'.